Donc dernière vidéo sur ce chapitre. En fait ici je vais traiter de l'évolution des instances d'intégration, finalement leurs conséquences. Donc on va commencer par la famille. Ici document 1 page 214 de votre manuel. Euh, Vous pouvez constater, hein, tout simplement que les familles traditionnelles finalement restent la norme, hein. Famille traditionnelle, c'est tout simplement un couple avec deux enfants, hein, en moyenne en France, comme vous le savez. Toutefois, on peut constater que les familles monoparentales ont quand même une place assez importante, tout comme les familles recomposées finalement, hein, qui ont tendance à prendre de plus en plus de place. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu pour le constat, si vous voulez. Euh, et donc, bah, de ce fait, certains pensent ou pourraient dire en fait, hein, qu'il y a une désinstitutionnalisation de la famille. C'est-à-dire que finalement, si vous prenez le nombre d'enfants hors mariage, le nombre d'enfants hors mariage augmente, le nombre de mariages diminue. Et bien évidemment, le nombre de divorces augmente, hein. Vous avez en moyenne en France un mariage sur deux qui termine en divorce. Et donc de ce fait, ben, l'institution familiale est perçue comme beaucoup moins stable. Et de ce fait, ben, finalement, ça nuit à l'intégration des individus, puisque quand il y a divorce, par exemple, séparation des parents, ça provoque finalement euh, une instabilité pour les enfants. Un exemple tout simple, hein, vous avez deux parents qui sont séparés, qui ne s'entendent plus. Ben, la structuration de l'enfant sera beaucoup moins efficace, notamment si les enfants, si les parents, pardon, transmettent des injonctions contradictoires, c'est-à-dire finalement vont avoir des procédés éducatifs différents. L'enfant ne saura plus sur quel pied danser, et donc de ce fait pour sa construction, ça peut poser des problèmes. Donc voilà, en fait, l'idée que les familles monoparentales augmentent, que les familles recomposées ont tendance à augmenter, que le nombre de divorces augmente, euh, correspondrait finalement à une désinstitutionnalisation de l'institution famille, nuisible à l'intégration de l'individu. Et donc à ce moment-là, finalement, l'individualisme pourrait tout simplement devenir négatif, puisque ça provoquerait finalement un délitement des liens sociaux traditionnels familiaux. Voilà. Alors, ça, c'est quand même à nuancer, hein. Si vous prenez le document 3, page 215, vous pouvez constater, en fait, tout simplement que les formes de solidarité familiale sont toujours présentes, voire même, en fait, ont tendance à se renforcer, ben, parce que le chômage augmente et donc ben, les familles sont, entre guillemets, les individus vont mobiliser davantage les familles dans ce genre de situation. Les études aussi, hein, s'allongent de plus en plus et donc les jeunes restent de plus en plus longtemps au sein des familles. C'est le phénomène Tanguy, hein. Voilà, phénomène Tanguy, hein. Tanguy, c'est pour. Je ne sais pas si vous avez vu le film, mais en gros, c'est un polytechnicien âgé de 30 ans qui est enseignant à l'université et qui vit encore chez ses parents. Et ses parents en ont un petit peu marre. Voilà, donc l'allongement de la durée d'études fait que les jeunes, en fait, ont besoin de plus en plus de leur famille et les familles sont bien évidemment présentes. Et puis aussi, vous avez l'allongement de l'espérance de vie, hein. Les anciens, en fait, les seniors, ont besoin des jeunes, hein. La solidarité familiale ne se fait pas que des anciens vers les jeunes, elle se fait aussi des jeunes vers les anciens. Euh, En fait, j'aime bien dire qu'il y a comment dire, en quelque sorte, un marché de la famille, un marché entre guillemets à l'intérieur de la famille, c'est-à-dire que on peut se représenter les choses de la manière suivante, c'est-à-dire que les jeunes vont rendre service aux moins jeunes, et en contrepartie, les moins jeunes vont donner une aide financière aux plus jeunes. Voilà. Donc un échange de bons procédés, et qui dit échange dit bien évidemment lien social entre les individus et cohésion sociale. Voilà. Donc maintenant, comment dire, le rôle de la famille, alors ça c'est juste une petite ouverture pour faire référence au programme de première. Comme vous le savez, j'aime bien faire des liens avec le programme de première. La famille est donc importante en termes de solidarité, en termes d'aide. Toutefois, comme vous le savez, avec les travaux de Marc Granovetter, vous avez vu ça dans le chapitre sur les réseaux sociaux en première, la famille n'est pas une bonne instance finalement euh, pour l'intégration des individus
sur le marché du travail, c'est-à-dire qu'il vaut mieux utiliser ces liens faibles pour s'intégrer sur le marché du travail plutôt que ces liens forts. Et bien évidemment, la famille constitue des liens forts. Voilà. Je vous passe les détails. Normalement, vous avez tout dans le programme de première. Pardon. Donc voilà, une instance qui s'est transformée. On pourrait penser qu'il y a une désinstitutionnalisation et donc, en l'occurrence, qu'elle ne joue plus son rôle dans l'intégration sociale. En réalité, c'est à nuancer. La famille, en fait, tient toujours une place essentielle, voire même de plus en plus importante, finalement, dans l'intégration des individus. Si je voulais encore faire une dernière petite référence, en France, on aurait tendance, hein, alors j'utilise le conditionnel, je fais référence ici à des analyses de l'économiste français Daniel Cohen. En France, on se dirigerait vers un capitalisme plutôt méditerranéen, c'est-à-dire qu'en fait, l'État aurait tendance à se désengager de plus en plus, finalement, en termes d'État-providence, hein, donc une redistribution des richesses, etc. Et donc, ben, finalement, pour compenser le désengagement de l'État, les familles doivent finalement jouer un rôle de plus en plus grand. Voilà. Alors, deuxième instance fondamentale dans l'intégration, comme vous le savez, c'est l'école, hein. Donc vous avez un document sur l'école de la Troisième République. Donc petit rappel, hein, quelques grandes dates, quelques grandes lois finalement sur l'école. 1881 avec la gratuité de l'école, 1882 donc les lois Ferry, hein, obligation 6-13 ans plus la laïcité bien évidemment. 1936, obligation jusqu'à 14 ans. 1959, jusqu'à 16 ans. Donc ça, c'est ce que vous connaissez. Et puis enfin, 1975, le fameux collège unique, la loi Abi, ce que vous connaissez également. Alors, ce qu'il faut comprendre, si vous voulez, c'est que l'école, en fait, euh, on va dire jusqu'à la mise en place du collège unique, l'école n'était absolument pas jugée injuste, en fait, hein. C'est-à-dire qu'il y avait des inégalités, bien évidemment, mais l'école n'était pas responsable des inégalités. C'était la société, finalement, qui était jugée responsable des inégalités. L'école n'était pas responsable de ces inégalités, tout simplement parce que finalement, tout le monde n'avait pas accès à la même chose, hein. Avant 1975, pour l'expliquer relativement simplement, à la fin du CM2, les enfants issus de familles aisées continuaient dans le cursus secondaire et puis les autres partaient finalement en apprentissage. Voilà, c'était comme ça en fait, et les gens l'acceptaient et c'était bien la société qu'on montrait du doigt en fait pour expliquer les inégalités. Or, en fait, depuis la mise en place du collège unique, il y a eu comment dire, une certaine promesse, hein, de l'école, c'est-à-dire la démocratisation scolaire, l'ouverture à tout le monde de l'école jusqu'à 15 ans, avec le même programme jusqu'à la fin de troisième, etc., va permettre notamment aux enfants des milieux populaires finalement d'avoir accès à un certain niveau de diplôme et donc, in fine, de connaître l'ascension sociale. Alors, on le voit assez nettement ici, hein, document 1, page 242, avec l'augmentation finalement, hein, de la part des bacheliers en France. En gros, aujourd'hui, hein, vous pouvez partir du principe qu'on a 80% d'une génération diplômée du bac, en sachant bien évidemment qu'il y a différents types de bacs, hein. Donc en bleu, vous voyez, hein, les bacs généraux, ensuite les bacs techno, et puis ici on range les bacs professionnels. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on entend dans les médias 80% d'une classe d'âge avec le bac, en fait, oui, mais tout le monde n'a pas le même bac, hein, d'accord. Rien qu'au niveau des filières générales, hein, vous savez que c'est encore le cas pour vous, ce sera plus le cas l'année prochaine, mais il y a bac S, bac ES, bac L avec, même si euh, comment dire, on ne devrait pas trop le dire, une certaine forme de hiérarchisation entre le bac S, le bac ES et le bac L. Je pense ne rien vous apprendre. Donc, tout ça pour vous dire que oui, certes, la massification scolaire va permettre à un plus grand nombre d'élèves d'avoir le niveau du bac, mais pas forcément le même bac. Et donc, ben, finalement, on va se rendre compte que l'école, en fait, n'arrive pas à assurer sa promesse méritocratique, d'égalité des chances et de démocratisation scolaire. Vous avez ici, hein, par exemple,
un petit document qui vous montre le niveau de diplôme, hein, le bac obtenu selon l'origine sociale pour 2015. Donc on constate que la grande majorité des enfants de cadres ont un bac général, alors qu'à l'inverse, hein, finalement, une majorité d'enfants d'ouvriers ont un bac, ouais ok, mais un bac professionnel et un bac technologique. Or, les bacs techno et les bacs professionnels ne n'ouvrent pas les mêmes portes que les bacs généraux, comme vous le savez. Donc l'école finalement a tendance à reproduire les inégalités sociales. Je vous renvoie aux théories de Pierre Bourdieu, aux théories de Raymond Boudon, hein, les deux étant bien évidemment complémentaires pour expliquer les inégalités scolaires. Et si vous prenez ce document, document 4, page 217, on constate qu'en gros, en France, hein, vous avez 150 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans diplôme. Voilà. Donc l'école n'arrive pas à assurer son objectif. Et c'est très intéressant de comprendre que, vous voyez, avant 1975, finalement, c'était la société qui était perçue comme injuste et pas l'école. À partir de 1975, finalement, euh, l'école a une très très grande responsabilité. Mais étant donné qu'elle n'arrive pas à atteindre ses objectifs et qu'elle reproduit les inégalités sociales, en tout cas en partie, hein, voire même en grande partie, et ben finalement, c'est l'école qui est perçue comme injuste et non plus la société. Vous voyez, il y a vraiment un renversement de tendance. Et donc, ben, on peut partir du principe que l'école n'arrive plus tellement à jouer son rôle d'intégration. Alors, ce qu'il faut aussi comprendre, hein, c'est que l'école est, au départ, hein, une instance d'intégration, notamment parce qu'elle va transmettre une langue commune, hein. Et puis, il y a une matière qui est très importante finalement dans l'intégration et dans le développement d'un sentiment d'appartenance au niveau national, c'est l'histoire-géographie, hein. On va transmettre au travers de l'école le récit national finalement qui va nous faire sentir, enfin qui va nous donner, pardon, le sentiment d'appartenance à la nation française. Donc normalement elle est là pour renforcer la cohésion sociale, normalement elle est là aussi pour faire jouer la méritocratie et donc l'égalité des chances, sauf que sur ce plan-là, l'école a échoué et donc, en tout cas l'école a du mal, pour être plus neutre peut-être dans mes propos, à assurer son projet et ses objectifs. Et donc, ben, il y a une espèce de remise en question du rôle d'intégration sociale par l'école. Voilà. Alors, troisième instance, le travail. Donc, document assez clair, hein, rien de bien surprenant finalement, hein, qui montre les liens de sociabilité en fonction de l'âge. Et finalement, on constate quoi? Bon, on constate que quand on est jeune, en gros, en dessous de 25 ans, on est en études et donc les liens de sociabilité sont principalement en lien avec les études. Et puis progressivement, les individus rentrent sur le marché du travail et donc les principaux liens de sociabilité, ce sont les collègues de travail jusqu'à 65 ans en fait, où là les individus vont partir en retraite et donc il y a un délitement de ces liens sociaux. Donc le travail est une instance d'intégration parce que en fait il permet de créer des liens de sociabilité entre les individus. Vous pouvez aussi utiliser cet argument-là pour l'école, hein. L'école est une instance d'intégration parce qu'elle elle offre la possibilité aux enfants de créer des liens de sociabilité avec les pairs, et donc ce qui renforce leur insertion et donc in fine leur intégration. Voilà. Alors, le travail, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que c'est pas seulement c'est pas seulement un moyen de gagner sa vie en fait, hein. Je vais utiliser cette diapo là pour vous l'expliquer. Il y a trois rôles importants au niveau du travail: la sociabilité, je viens de le dire, la reconnaissance sociale, le statut, hein. Donc, je ne vais pas vous refaire le cours sur la socialisation, parce que je veux que ces vidéos soient relativement courtes et efficaces. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre identité sociale, hein, elle est fondée elle est construite autour de la somme des statuts que vous occupez dans la société. Et bien évidemment, le travail est un statut essentiel au niveau de l'individu. Preuve en est, je donne souvent cet exemple-là: quand on croise quelqu'un dans la rue qu'on n'a pas vu depuis longtemps, on va lui poser la question toute simple: ouais, alors tu deviens quoi? Qu'est-ce que tu fais? En l'occurrence, quel est ton emploi? Voilà, donc à partir du moment, si vous voulez, où vous avez un emploi
vous avez un statut et donc une identité sociale stable. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand vous êtes précaire ou au chômage, ben, cette partie de votre identité, elle n'est pas tellement là. Et donc ça pose quand même de gros problèmes en termes d'intégration. Et bien évidemment, troisième rôle important du travail, c'est le rôle économique, puisqu'il vous assure un revenu qui vous permet de répondre à vos besoins primaires et secondaires, bien évidemment, mais aussi de participer à la société de consommation de masse, de suivre vos amis dans leurs activités, etc. Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre maintenant, si vous voulez, c'est que Robert Castel nous explique que, toujours lui, hein, on revient sur Castel, étant donné que d'après lui, il y a une montée de la précarisation de l'emploi, et ben le travail finalement ne joue plus autant qu'avant son rôle d'intégration. Pour une simple et bonne raison, c'est que quand vous êtes précaire, ben, les liens de sociabilité ne se font pas aussi vite, hein. Quand vous changez régulièrement d'emploi, de lieu, ben, mécaniquement, vos liens de sociabilité ont du mal à se construire. La reconnaissance sociale, quand vous êtes précaire, ben, il n'y en a pas vraiment. Voilà, donc problème d'identité. Et puis le rôle économique, ben, quand vous êtes précaire, c'est toujours pareil. Je reviens sur les exemples que je vous ai donnés dans l'autre vidéo, hein, sur les travaux de Castel. Difficile de se loger, difficile d'avoir accès au crédit, et donc difficile de participer à la société de consommation de masse, de suivre vos amis dans les activités, etc. Euh, donc, vous voyez, finalement, cette précarisation du travail remet en question son rôle intégrateur. Voilà, et en plus de ça, bien évidemment, quand vous êtes précaire, comment dire, vous êtes moins protégé, puisque notre protection sociale est quand même largement fondée sur la logique assurantielle. Donc vous êtes moins protégé en termes de sécurité sociale. Voilà. Et donc ben, ça aussi, ça nuit à votre intégration. Alors, maintenant, petite référence à Pogam là-dessus. Pogam distingue trois types d'intégration. Hein. Voilà, l'intégration incertaine. Alors, ce sont des intégrations quand l'individu n'a pas un bon emploi, c'est-à-dire valorisé et stable. Voilà. Donc il y a l'intégration incertaine, vous avez la reconnaissance mais l'instabilité. Donc là, vous prenez l'exemple d'un, je sais pas, quelqu'un qui est par exemple profession intermédiaire mais en CDD par exemple ou un cadre en contrat à durée déterminée. Voilà, ça existe. Vous avez l'intégration laborieuse, donc là vous avez la stabilité mais pas de reconnaissance. Hein. Prenez par exemple l'exemple des personnels d'entretien des sols, hein, les femmes de ménage par exemple, qui peuvent être en CDI, mais finalement il n'y a que très très peu de reconnaissance sociale, et puis l'intégration disqualifiante, pas de stabilité et pas de reconnaissance. Donc là vous avez un statut finalement dans l'emploi plutôt faible, et en plus de ça vous êtes précaire. Voilà, donc ces choses-là, finalement, montrent que le travail a du mal aujourd'hui, de par son évolution, à jouer encore son rôle d'intégration. Voilà. Et enfin, l'État. Alors, à nouveau un petit texte de Pogam. En fait, dans ce document-là, Pogam nous explique tout simplement que le lien de citoyenneté est le lien supérieur à tous les autres parce qu'il va faire abstraction de toutes les différences entre les individus, qu'elles soient religieuses, ethniques, professionnelles, d'âge, etc., etc. Voilà. Euh, En l'occurrence, alors je vous refais pas le topo, hein, vous lirez tout ça sur Tocqueville, la démocratie, finalement, quel est le rôle de l'État euh, et de la démocratie concernant l'égalité, etc. Euh, ce qu'il faut comprendre, en fait, hop, ici, donc l'État va assurer trois types de droits. Le droit civil, qui assure la liberté, notamment le droit de propriété. Le droit politique, qui permet à l'individu de participer à la vie publique, hein, droit de vote, droit d'association. Puis les droits sociaux via la protection sociale. Voilà. L'État, il est essentiel, en fait, hein, pour intégrer les individus, d'autant plus que nous sommes dans une société individualisée. D'accord. En fait, le processus d'individualisation doit s'accompagner de l'État-providence. Voilà un petit peu ce que dit le texte que vous avez ici. Je m'explique, c'est-à-dire qu'en fait, par définition, le primat de l'individu
va affaiblir les liens traditionnels, notamment avec communautés villageoises, avec l'église, avec la famille, etc. Et donc l'individu va être de plus en plus indépendant. Mais pour vivre pleinement cette indépendance, il doit y avoir des protections. Et ces protections, c'est l'État-providence qui va les donner, notamment avec la protection sociale. D'accord. Voilà. Sauf qu'en fait, cet État-providence, pour certains économistes, certains sociologues, en fait, hein, c'est l'État-providence, il a été mis en place pendant la période des 30 Glorieuses. Voilà. Mais vu que la période des 30 Glorieuses a pris fin, l'État-providence n'a plus vraiment de sens aujourd'hui, en fait. Ou en tout cas, il y a une crise de l'État-providence. Crise de l'État-providence que je vais expliquer après. Euh, et vu que l'État-providence n'a plus les moyens finalement d'être aussi efficace que pendant les 30 Glorieuses, il va se désengager. Et donc, en fait, l'individualisme va avoir tendance à se traduire de plus en plus par l'exclusion sociale. Je vous renvoie à ce que je vous ai expliqué sur Robert Castel ou même Serge Pogam. Alors, pour le coup, triple crise de l'État, crise d'efficacité, difficile de lutter contre le chômage. Alors 10% aujourd'hui, on est à 8, hein, d'accord. Hop, je vais corriger ça en direct. 8% à peu près, hein. Il a du mal à lutter contre la pauvreté, 13%. Voilà. Donc, crise d'efficacité, crise financière. On a une dette de 100% par rapport au PIB, donc bien au-dessus des 60% qu'on devrait respecter. Un déficit de 2,7% qui va exploser avec la crise du coronavirus, comme vous en doutez. Et puis un trou de la Sécu de 400 millions d'euros en 2018, ce qui en fait est relativement faible, hein. On était à 20 milliards il y a quelques années. Donc voilà. On voit bien aussi que finalement, si on a réussi à réduire les déficits et à réduire le trou de la Sécu, c'est bien parce que l'État-providence, en fait, s'est désengagé et donc finalement qu'il a tendance à intervenir moins qu'auparavant. Et enfin, crise de légitimité qui remet en question l'intervention de l'État dans les domaines économiques et sociaux. Il y a eu des problèmes face au niveau de la laïcité, face au mariage pour tous, pensez aux mouvements sociaux concernant enfin les mouvements, oui, justement, qui étaient contre la mise en place du mariage pour tous. Voilà. Donc, trois crises de, de l'État-providence. Et donc, ben, cette instance, cette institution, euh, a peut-être de plus en plus de difficultés à assurer la cohésion sociale, l'intégration sociale. Et là, je renvoie à ce que je vous expliquais avant avec la famille, d'où en fait hein, le développement du capitalisme méditerranéen et un rôle de plus en plus important de la famille pour protéger, pour apporter un filet de sécurité aux individus. Voilà. Alors là, vous avez les chiffres de la Sécu, hein, les chiffres récents. Donc on voit qu'on est quasiment finalement à l'équilibre, hein, d'accord, ce qui est une bonne chose. Mais si on arrive à l'équilibre, c'est parce que les recettes ont eu tendance à augmenter et qu'on a largement maîtrisé les dépenses. Voilà. Alors, pour conclure finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? C'est que les quatre instances d'intégration famille, école, travail, État sont fondamentales pour l'intégration des individus. Ces institutions sont garantes de la cohésion sociale, mais elles se sont transformées en fait, et ces transformations ont pu les fragiliser. Maintenant, c'est assez clair, hein, que ce soit la famille et l'État, ça reste hein, les filets de sécurité vraiment les plus importants face à l'exclusion, notamment face aux périodes de difficultés économiques que nous connaissons et que nous allons connaître prochainement avec voilà, la situation due au coronavirus. Voilà. Et juste pour terminer, pareil, je ne vais pas vous lire ce texte. J'aime bien terminer ce chapitre par ce petit texte de Robert Castel, faire de la cohésion sociale une valeur. Je le trouve très, très positif, très optimiste, et voilà, je trouve que c'est une petite touche intéressante pour boucler ce chapitre sur l'intégration. Voilà.